On est de retour. Merci d'être toujours avec nous pour Out l'émission, une émission de la JL en coproduction avec Mademoiselle. On est ensemble encore jusqu'à 23 heures. On a regardé en première partie comment les médias mainstream traitent les personnes trans, mais comment ça se passe quand les personnes trans, si je puis dire, se saisissent des moyens de production, en l'occurrence des moyens médiatiques. C'est ce qu'on veut savoir dans cette deuxième partie. À nouveau, trois invités pour en parler. Gabe Arrivel, bonsoir. Bonsoir. Tu es consultant audiovisuel sur les questions d'inclusivité LGBTQ+, Mhm. et tu as co-créé, je ne me trompe pas, l'annuaire Représentance qui recense des actrices trans et non-binaires. Oui. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Le micro. Le micro. Bonsoir. Tu mènes depuis quelques années déjà le compte Instagram militant Aggressively Trans. Depuis combien de temps? Ça va faire 3 ans. Et presque 68 000 personnes te suivent maintenant. Et tu viens aussi de sortir un livre, Une histoire de genre, guide pour comprendre et défendre les transidentités chez Marabout. Absolument. Enfin, bonsoir Alba. Bonsoir. Tu fais partie du collectif qui a créé XY Media il y a quelques mois de ça. Vous produisez des vidéos que je qualifierais de politiques et pédagogiques sur YouTube, mais tu nous en diras plus dans quelques instants. Parce que je voudrais passer un peu de temps sur vos initiatives respectives, en commençant par Représentance. On l'a dit, donc l'objectif de Représentance, c'est de faire un annuaire, en quelque sorte, des acteurs et actrices trans ou non-binaires. Tu as l'air de hocher la tête. L'objectif de Représentrance, enfin, nos ambitions sont un peu même au-delà de cet annuaire et au-delà des actrices. Je pense trop petit. Nos ambitions, c'est vraiment de représenter les transidentités autrement. Voilà, c'est les premiers mots écrits sur le site. Et après, on a défini notre activité comme que nous ouvrons pour une meilleure représentation des transidentités et des non-binarités. Donc ça passe par créer un annuaire pour montrer que les acteurs, les actrices et les actrices trans et non-binaires existent. Parce que c'est le cas et on croit qu'ils et elles n'existaient pas. J'en connaissais, donc je me suis dit c'est bizarre, je connais des fantômes. Comment se passe-t-il? Je vis dans une autre réalité. Donc du coup, c'est avec des camarades trans, on n'était pas forcément amis plus que ça. On s'est rencontrés par internet et on s'est dit il y a quelque chose à faire parce que c'est pas possible, on peut pas laisser dire ça. Moi, j'avais déjà une activité de consultant sur les transidentités. J'avais travaillé sur la série Scam par exemple. De Et France sur TV Slash. de France TV Slash, sur le personnage de Max, joué par Swan Pag, qui fait partie de l'annuaire. Merci à lui pour son soutien. Et voilà, notre objectif est quand même d'aller plus loin que l'actorat, parce que c'est devant la caméra, mais les histoires, elles se racontent derrière, elles se font derrière. Et donc notre ambition, c'est vraiment voilà, donner la possibilité aussi aux techniciens, techniciennes, aux autoristes, aux réalisatrices, aux scénaristes trans d'exister, d'être visibles. Et voilà, donc on a commencé avec l'actorat, on va continuer avec les autres métiers du cinéma, du spectacle vivant, et on va continuer aussi notre activité de consulting qu'on mène actuellement en fait à côté de cet annuaire en fait. L'annuaire, ce n'est qu'une partie en fait de Voilà, l'initiative. exactement. Il me semble que cette idée, elle est venue un peu en réaction de. Est-ce que tu peux nous raconter comment l'idée est née de créer cet annuaire? Alors ça m'a fait, j'ai réalisé il y a quelques mois qu'on agit beaucoup en réaction. On n'agit pas parfois, tout simplement par envie de faire quelque chose, on agit parce qu'il y a quelque chose qui nous énerve. Et en fait, donc c'est pour le film Good Man, réalisé par Mike Esti Mention Char et qui sortira en octobre, de cette année. Hem, C'est vrai qu'il est toujours pas sorti. Ça il fait est des années toujours qu'on en parle et j'ai l'impression Et qu'il il est est sorti toujours 15 pas fois. sorti, mais donc du coup en juin, pas dernier, si dernier, 2020, le dossier de presse sort et le dossier de presse dit que le choix de Noémie Merlan a été fait parce que les acteurs trans se comptaient sur les doigts de la main en France. Et je me suis dit: «J'ai une très grande main». Ou alors ils ont une mauvaise ils ont une mauvaise connaissance de la communauté. Il y a un manque de communication clair. Et en fait, j'avais déjà vu parce que quand j'ai travaillé sur une des premières séries sur lesquelles j'ai travaillé, heu, j'ai été contacté parce que j'étais la personne trans de l'entourage de la personne qui m'a contacté, en fait. Et ça a été le cas pour beaucoup d'autres projets. Proximité, ouais. Par proximité, j'étais, voilà, la personne qu'on connaît et du coup, en qui on peut avoir confiance un petit peu parce que mettre un message comme ça dans le vide, et auprès des communautés aussi, j'ai envie de dire, où on est assez, privé. Nos groupes Facebook sont privés, nos groupes en fait,
pour éviter Oui, toute la en transphobie dont question on de a parlé juste avant, voilà, c'est ça, et qui confidentialité. se passe aussi dans le chat un peu de ce live. Donc Pas trop, me dit-on. On me dit il y que a une les bonne gens sont modération. partis voir le match, mais je répète que je vous commenterai, enfin pas commenter, mais je vous donnerai le score. Donc du coup, ces mots sont sortis, ça nous a fait réagir assez fortement. Il y a un hashtag qui s'est lancé qui était le hashtag #ActoraTrans. Donc beaucoup d'actrices ont posté leurs photos et nous on s'est dit mais on peut pas laisser ça dans l'éphémère de Twitter. Il faut que ça soit tangible, il faut que ce soit concret, il faut que ce soit utile. Et donc du coup avec Elliot Voilmy et Charlie Fabre qui lui a réalisé un mémoire sur les représentations trans et notamment l'utilisation des miroirs dans les films. Euh, C'est vrai. on s'est réunis tous les trois et on s'est dit on va lancer une enquête. Et voilà, on est parti de là, une enquête. Si tu es trans et que tu es actrice, tu peux répondre. Voilà, on va Vous sortir des demandez chiffres. s'ils ont des miroirs? Et est-ce que tu as Non? un miroir chez toi? Non, non, on a demandé, voilà, si tu étais out sur ton projet et en fait, on a trouvé des profils des très jeunes personnes qui voulaient se lancer et on a des personnes qui ont 12 ans de théâtre à leur actif, 15 ans d'expérience, voilà, et puis des parcours aussi où on a eu des témoignages tout simplement de personnes qui nous disaient: «Moi, quand je passe des castings, on me dit que je suis trop trans, donc ça se voit trop, Trop trans, donc ça d'accord. passe pas pour le rôle pour lequel je passe et puis quand c'est des rôles trans, on me dit: Bah, tu fais pas assez trans». Et donc du Et on coup, sait ce qui fait trans et et on le s'est stigmate trans. et en fait, c'est, tout simplement, je suis désolé de nommer les gens, mais donc c'est la série Demain nous appartient qui avait passé une annonce de De casting pour TF1. le rôle, de Morgane, une femme trans et l'annonce de casting ne spécifiait pas de cis ou trans, mais spécifiait une allure masculine. Donc pour les casteuses cis, les autoristes cis, une personne trans, en tout cas une femme trans, est masculine et doit être reconnaissable pour le public. C'est un message qu'on doit faire passer par Elle l'image. a des Parce épaules, qu'il faut que, etc. voilà, des mains, une mâchoire, des choses complètement, déjà, qu'on retrouve chez des personnes Voilà, en pratique. en pratique, peut-être, mais pas chez toutes les personnes trans, parce que Non. ça ne se reconnaît pas. Vous en croisez tous les jours, vous inquiétez pas. Ou inquiétez-vous peut-être, je ne sais pas, ça dépend de quel bord êtes-vous. On a dit dans le précédent plateau qu'il fallait pas s'inquiéter du grand remplacement des personnes trans. Ah, je crois qu'il y a un but quelque part. Là, ça s'entend. Bon, c'est pas pour qui, Dans mais le lobby continue. trans, il y a un but. On a marqué un but là. Je pense qu'il y a un film qui va se faire peut-être. Et donc du coup, cette initiative, on est parti de là, d'une réaction à ça. Il se trouve que j'ai quand même eu l'opportunité de rencontrer Marie-Castille Mention-Char et Noémie Merlan Ah, à l'occasion de l'avant-première du film au Festival de Deauville. Je me suis dit, attends, c'est à 3 heures de train de Paris. J'ai 3 heures de train à faire aller-retour, je vais le faire. Et on a discuté et c'est là aussi que les modes de fonctionnement de nos agissements, de nos mouvements sont très importants et les différents modes, c'est-à-dire en réaction. On a d'abord agi en réaction là. Il y a eu des termes qui ont été utilisés qui étaient vraiment pas qui était vraiment pas positif et qui était faux et on a réagi et ça passe aussi énormément par le dialogue comme j'ai pu voir en fait avec toutes les personnes cis avec lesquelles j'ai travaillé en tant que consultant. Le dialogue apporte beaucoup évidemment avec des personnes qui sont ouvertes à ce dialogue et qui sont ouvertes à cette remise en question et qui sont ouvertes aussi à voir le monde à travers les yeux d'une personne différente de soi, tout simplement, d'un point de vue complètement différent. Et donc, du coup, la discussion s'est très bien passée avec Marie-Castille. Elle m'a proposé de voir son film, ce que j'ai accepté, parce que, effectivement, si on voulait critiquer le film, il fallait pouvoir l'avoir vu, tout simplement. une base. Et voilà. Et après aussi, on essaye aussi un peu de s'éloigner quand même de cette idée-là, parce que d'un côté, oui, on a agi par réaction, mais maintenant on agit en fait. C'était peut-être un moment qui nous a réunis, Elliot, Charlie et moi. Mais aujourd'hui, on agit concrètement avec les personnes trans qui nous soutiennent à travers le compte Instagram, en lisant nos articles, à travers les personnes cis qui nous suivent et qui
qui vont sur l'annuaire et qui font le choix de prendre des personnes trans pour des rôles trans, parce que ça se fait de plus en plus, parce que maintenant qu'on a créé l'annuaire, on est en contact un petit peu avec les équipes de casting Ouais, et on a voilà, cette ça, c'est ma question, opportunité-là. c'est que ça a des conséquences concrètes déjà, parce que ça fait seulement quelques mois que vous avez lancé ça. Exactement, l'annuaire est sorti le 31 mars 2021 pour la journée de la visibilité. On a mis très longtemps à réaliser que c'était une très bonne journée pour sortir l'annuaire, parce que pendant longtemps, on était là, mais quelle date on va choisir? Parce que à savoir que quand on a sorti notre annonce des résultats de l'enquête, il y a eu le deuxième confinement. Pour l'annonce de l'annuaire, il y a eu le troisième Ça a confinement. cassé plus d'un plan Attention à com, nos, hein. à nos annonces, parce que visiblement, ça fait des confinements la semaine suivante. Donc, Très bien, notez-le sur vos tablettes notez-le. chez vous. On est un peu... je ne sais pas quel karma, mais j'espère pas qu'il soit trop négatif. Mais, mais donc depuis, donc on est en juin, ça fait 2 mois. Et avant, on avait déjà des sollicitations quand on annonçait qu'on allait construire cet annuaire. On avait déjà des personnes qui voulaient y accéder. Et cet annuaire, je précise d'ailleurs qu'il est gratuit, que les personnes trans qui sont dessus le sont de leur plein gré. Oui, C'est pas nous qui elles recensons. qui Voilà. viennent vous voir, je voudrais venir faire partie de cet annuaire. Exactement, parce qu'il y a des personnes trans qui n'ont pas souhaité en faire partie, et ça se comprend et c'est Mhm. leur choix. Nous, on va pas recenser. C'est la personne qui vient vers nous et qui nous dit voilà, je vous donne toutes mes informations, pas le code de carte bleue, juste sa photo, son expérience, sa formation, quelques photos aussi en plus si nécessaire. Et puis voilà, le profil est en ligne et les informations de contact sont derrière une protection où en fait il faut se créer un compte sur notre site pour accéder à cette information-là, parce que Pas totalement public non plus. voilà, c'est public, c'est visible, et Il y a les une objectifs protection. étaient doubles parce qu'on n'est pas là que pour les cis. C'était aussi un objectif communautaire de montrer qu'en fait, eh ben oui, on existe, on est là. C'est possible d'avoir 12 ans d'expérience dans le théâtre, d'avoir fait une transition et de continuer à travailler dans le théâtre, de continuer à travailler dans le cinéma, ou peut-être tout simplement de travailler dans le cinéma sans être out. Et donc du coup, il y avait cette idée-là. Et puis il y avait l'idée aussi que j'avais autour de moi des personnes qui veulent faire des projets audiovisuels, mais qui se disent qu'ils se lancent pas. Et puis moi-même, à la base, c'était mon envie, et je suis partie sur autre chose, mais je me reviens vers le cinéma parce que c'était ce que je voulais faire. C'était, mais je sais pas avec qui le faire. Et là, c'est ce qu'on essaye aussi de faire, en sorte que si on veut trouver un ingé son, on veut trouver une monteuse, on veut trouver voilà, une personne qui est derrière la caméra, devant la caméra, on peut les trouver et on peut construire ensemble des choses ensemble, parce que on aime bien faire des choses entre nous parfois. Je crois que c'est environ 70 personnes sur Sur l'annuaire, l'annuaire. 89, 89. il y a quelques heures. Donc, Ok. on continue d'ajouter au fur et à mesure qu'on les reçoit, donc tous Il y a les jours, mais presque. Il y a un partout entre la France et le Portugal, et c'est la mi-temps. On est ravis que vous nous rejoigniez si vous revenez. Lexi, je passe à toi. Même question. Qu'est-ce qu'il y a quelques années, tu t'es dit, je vais lancer un compte Insta militant, ce qui est quand même un peu un sacerdoce, quoi. Complètement. Et c'est devenu un travail à plein temps. C'est un peu comme ce qui a motivé l'agenda, en fait. Enfin, l'annuaire, c'est un moment de prise de conscience. Mais dans mon cas, c'est beaucoup plus personnel, dans le sens où la volonté de parler est arrivée avec à une sorte de croisée des chemins. J'avais pris conscience que j'avais besoin de transitionner, j'avais besoin de faire mon coming out. Et l'apaisement qui s'ensuit est assez énorme et Qu'est-ce merveilleux à transformable. vivre. Et je prenais conscience en même temps que j'arrivais à faire ce que j'avais besoin de faire pour plus avoir besoin de crever, parce que c'est vraiment la seule perspective que je me voyais. Et en face de ça, je recevais tous les jours, que ce soit sur applications de dating, des groupes WhatsApp de promotion en université, dans mon quotidien, des messages qui m'incitaient au suicide. Donc la prise de conscience que prendre l'agentivité sur son parcours de vie ne suffit pas à le vivre de façon apaisée et à avoir un futur qui est simple à vivre, c'est ce qui m'a poussé à parler. Et comme pour Représente Trans, le fait de parler, ça a d'abord été en réaction. Et la prise de conscience de l'effet, de cet effet de masse, de voir que ça faisait système, ces messages que je recevais, parce que d'autres personnes trans ont réagi en disant je reçois les mêmes, je pense que j'ai cru que j'étais seule. Ça m'a fait voir qu'on avait aussi la possibilité et qu'on avait un effet de groupe qui pouvait avoir un impact politique.
Et en plus de ça, il y a eu aussi après le fait de me dire que parler de transphobie, c'est nécessaire, c'est démanteler un système qui passe par la pensée, qui passe par un choix de mots, mais qu'il y a aussi le fait de réfléchir cette agentivité des personnes trans, et c'est pour ça qu'aussi je parle de culture, un peu d'art, parce que je suis formée dans ça, et que c'est aussi des domaines de recherche qui demandent à être revus, repensés. On a besoin de créer de l'archive, et c'est pour ça que j'ai choisi Instagram, c'est que ça me semblait être une forme d'archive qui était un peu détachée de formes très académiques, très classistes, qui dans la forme permet d'avoir le contrôle du ton aussi. Bah alors justement, il se trouve que tu as aussi sorti un livre Oui, récemment et je me posais la question, est-ce que c'est quoi? C'est l'idée d'aller chercher un autre public ou un autre médium un petit peu plus institutionnel? Les 2. Les 2 dynamiques ont vraiment été, un peu au cœur de la réflexion. Il y a le fait que je me suis mise sur Instagram en prenant conscience que, en étant à l'école du Louvre, en étant dans le milieu de la recherche en histoire de l'art, c'était difficile d'être trans. C'est difficile d'être trans dans ces milieux qui, hem, ont une empreinte extrêmement bourgeoise, extrêmement, académique, extrêmement classiste. Et Instagram m'est apparu comme un moyen d'y échapper. Et en fait, dans ma réflexion personnelle, j'ai aussi, et puis aussi en réfléchissant à mon avenir professionnel, parce que c'est un milieu que j'aime quand même, j'ai le besoin de l'investir. J'ai le besoin de l'investir, qu'on me reconnaisse une expertise en tant que personne concernée. Et le livre, c'est une façon de reprendre un format extrêmement traditionnel, extrêmement, encore une fois, classique, très académique. J'y emploie le jeu, et c'est une démarche très volontaire, parce que je crois que quand on est issu de minorités sociales, dans des domaines de recherche, le jeu est une valeur ajoutée, est une vraie valeur ajoutée, Alors qu'il est souvent regardé alors avec qu'il est mépris. extrêmement regardé avec En mépris, journalisme aussi, on peut le et dire. qu'il est vu comme l'opposé absolu de l'objectivité et de la La fameuse réflexion. objectivité. Voilà, la fameuse objectivité. Alors qu'en fait, je crois que c'est quand il y a, dans le cas de sujets sociaux, de sujets qui ont été invisibilisés parfois volontairement, quand il y a ce jeu qui se combine à des outils de recherche, à des traces matérielles comme des archives, c'est là qu'on crée des nouveaux savoirs. Et quand en plus c'est à la jonction et à la rencontre de questions de genre, de classe, de race, pour citer Audre Lorde, c'est là qu'on crée encore plus de savoir. De ce point de vue-là, ça avait été très important pour moi de lire Mabula Soumaoro, qui justement parle de cette importance du jeu. Et je crois que c'est un enjeu dans beaucoup de domaines. Déjà des jeux de mots. J'en arrive à XY Media. Alba, tu es la représentante aujourd'hui d'XY Media. J'en ai dit 2 mots tout à l'heure, mais toi, tu pourras sans doute mieux nous dire, ce que vous avez voulu faire en lançant ce média? Ouais, donc XY Media, du coup, ça a été créé en mars, de cette année. Heu, donc ouais, à peu près au même moment que vous, du coup, et puis c'est aussi parti d'un constat. Alors moi, j'étais pas là dans les toutes premières personnes qui ont formé le truc, mais c'est parti, oui, de juste, des, quelques meufs trans qui se sont réunies autour des groupes de parole, qui sont organisés toutes les semaines, aux locaux d'Acceptess. Hem et oui, de juste quelques personnes qui se réunissent, qui discutent et puis, qui viennent à se rendre compte qu'en fait, bah, voilà, le traitement médiatique des questions, trans est complètement, pourri. Hem et aussi, bah, de manière plus large, on sentait venir un peu, en voyant ce qui se passait dans d'autres pays, on sentait venir, un peu la chasse aux sorcières, médiatique et politique, contre nous arriver. On a et heu parlé dans et la première et partie. oui, oui, exactement. Et du coup, on s'est dit que c'était important de se réapproprier, de se réapproprier les discours sur nous, et de pouvoir, proposer notre propre version, quoi. Et de faire, voilà, de porter la voix des personnes trans, directement, sans, filtre, sans, de la manière dont elles le souhaitent, et pas d'une manière où elles rentreraient dans les cadres, imposés par les cis. Et puis aussi, bah,
en complète indépendance entre nous, entre personnes trans. C'était aussi un des autres aspects importants du projet. C'était aussi de pouvoir donner des opportunités dans l'audiovisuel à des personnes trans, aussi de pouvoir donner une tribune à des militantes, etc. Je crois que le mieux, c'est de regarder un petit extrait d'à quoi ça ressemble. On va regarder le début de votre toute première vidéo, si jamais en régie, c'est OK. Trop bien. C'est à nous de le faire ou pas? On nous fait. Qui donne le Vas-y, top. fais-le. Bonjour, nous sommes. Ah mais on c'est moi. sommes- C'est pas grave. Bonjour, nous sommes Anna et Vénus, des jeunes femmes trans chaudes de ta région. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu moins excitant, les violences transmisogynes. Si ça vous excite, get a therapy. La transmisogynie, pour faire simple, c'est le mélange entre la transphobie et la misogynie. I have a pen, I have a pineapple, pineapple pen. Par exemple, la dernière fois, j'étais dans la rue et un mec est venu me draguer. Quand je lui ai dit que j'étais pas intéressée, il a commencé à me traiter de sale trappe de merde. Donc, en plus d'être venu me draguer et clairement m'emmerder au milieu de la rue, il a cherché d'une part à m'humilier en me traitant de sale trappe et d'autre part à m'exposer à d'autres types de violences en invitant le groupe à y participer. On va donc vous donner un aperçu de ce qu'on peut manger en tant que meuf trans au quotidien. Il faut savoir que la transmisogynie fait référence à tout un tas de violences diverses et variées, un peu comme une salade niçoise, mais encore. Ça vous donne une idée du ton pour savoir ce qui effectivement est les violences transmisogynes. Ah bah, faudra aller voir la vidéo évidemment sur la chaîne YouTube d'XY Media. Je crois que vous êtes très nombreux et nombreuses. Tu disais que voilà, c'était l'occasion de faire travailler du Ouais, monde. tout à fait. Alors, j'aurais dû vérifier juste avant. Je ne saurais même pas vous dire combien il y a de personnes en tout, mais en tout cas, je sais que au vu du nombre de personnes qu'il y a sur notre Discord, il y a en tout cas une soixantaine de personnes qui ont Ouais, c'est beaucoup. participé à différents égards, quoi, mais autour même d'un noyau dur qui est assez conséquent aussi, d'une quinzaine, vingtaine de personnes, je dirais. Donc, ouais, il y a beaucoup de monde, beaucoup de bénévoles, beaucoup d'heures passées Ouais, à bosser ça dessus. se sent. Ce que je trouve, ce qui m'a frappé quand j'ai vu les premières vidéos, c'est vraiment le côté très quali, quoi. C'est vraiment, c'est fou de se lancer et d'être déjà à un niveau très élevé, quoi. Je suis assez bluffé, je vous avoue. Est-ce que c'était important pour vous de reprendre le mot de média aussi? Est-ce que c'était un symbole? Ouais, oui, je pense que ouais, je pense que oui, c'est important que on veut pas, on voulait pas juste être juste genre une chaîne YouTube ou quoi. C'est aussi important, même si peut-être qu'on est juste une chaîne YouTube, mais je pense que c'est important de se réapproprier ces mots en fait, de se dire que nous on est capable de faire ce travail en fait, et même pour ce qui est des questions trans, on est capable de le faire mieux que personne en fait. Et voilà, si tu as un média où tu veux te renseigner sur les questions trans, ce sera XY Media. Il n'y a pas de raison. Enfin, il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas de. Je pense que c'est important de se réapproprier ces termes et puis parce que oui, enfin, on l'a montré en fait que voilà, on n'a pas besoin de l'argent à Bolloré ou quoi. Juste, il faut juste, tu sais, il faut avoir En plus, c'est visiblement de la très emmerdant passion, l'argent, de la l'argent à passion. Bolloré. Oui, je préfère pas, Ouais. hein, vraiment, j'en veux pas un centime. Mais ouais, de montrer, ouais, il faut avoir du talent, de l'envie, être organisé et qu'on est capable de faire quelque chose de vachement bien. Et ouais, c'est important pour nous. Ouais. J'ai une question très pratico-pratique de transidentique. Alexis, visiblement, j'ai l'impression que tu vas à Bruxelles présenter ton livre Oui. bientôt. Est-ce que tu vas te déplacer dans la province du Luxembourg, puisque transidentique ne peut pas se déplacer demain jusqu'à Bruxelles? Je ne sais pas si... Alors, je ne suis pas à Bruxelles demain. Ah, c'est pas demain. Non, tard. c'est ce week-end. Ah, d'accord, pardon. Mais si le Luxembourg veut de moi, j'irai. La province du Luxembourg. La province du Luxembourg, je ne connais pas assez la géographie belge, je l'avoue. Mais Bon, mais c'est compliqué, quoi. C'est pas forcément évident. non, c'est beaucoup d'organisation, mais peut-être. J'en viens à la question principale de cette deuxième partie. Finalement, c'est qu'est-ce que ça change d'être aux commandes, en l'occurrence
en non-mixité, d'être aux commandes de son média, très concrètement, très pratiquement. Alba, peut-être? Hem, bah, s on c'était vachement, oui, c'était essentiel, pour nous, dès le début d'être indépendants et d'être en non-mixité, entre nous. C'est clair qu'on peut du coup, porter les discours qu'on veut. On n'a pas personne, peut nous imposer la manière de traiter les sujets et je pense que ouais, c'est essentiel parce qu'on voulait, on voulait justement, comme tu disais sur le fait de fonctionner à réaction et on fonctionne souvent à réaction et que des fois c'est bien d'avoir ses propres initiatives. Là, en l'occurrence, l'idée c'était aussi de ne pas être en permanence en fait en réponse à la transphobie, de faire, de devoir toujours leur expliquer les stéréotypes qu'utilisent les cis sur nous, pourquoi est-ce que c'est faux, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas dire ça, mais à la place de défendre une conception complètement différente, en fait, d'amener notre vision des Vous choses, notre imposez votre vision agenda, de ce que quoi. c'est qu'être trans, etc. Et puis ouais, c'est ça, exactement, d'apporter notre version des choses, et puis ouais, si, se soucier d'être accessible quand même, mais ouais, de pas être à réaction, de vraiment pouvoir imposer notre propre thème, notre propre manière de dire les choses. Et de ce point de vue-là, on en est encore qu'au début, quoi, mais on aimerait pouvoir monter un mouvement autour de ça. Oui, puisqu'on ce qu'on peut voir sur la chaîne YouTube, c'est que c'est pas des vidéos qui sont en réaction à l'actualité, quoi. C'est vraiment c'est des vidéos, comme on dirait en journalisme, froides, si je puis dire, quoi, qui ne réagissent pas à une actualité chaude. Lexi, toi qui as cette expérience un petit peu plus longue, qu'est-ce que ça change d'être aux commandes? Beaucoup de choses très, très concrètes. Ça change le pouvoir de décision sur les mots qui sont employés. Et les mots sont souvent très mal employés dans les médias dits mainstream. Ça permet aussi de choisir les sujets, parce que bien souvent, dans le traitement médiatique, il y a des obsessions thématiques. Les corps trans, la transition, les enfants trans, nos morts. Et que en fait, il est nécessaire de... C'est génial de voir les alliés qui utilisent des slogans, c'est très empouvoirant, mais il y a un moment, les femmes trans sont des femmes, on le sait très bien, parlons de nos conditions de vie matérielles. Donc ça permet voilà, d'élargir le champ des sujets, ça permet aussi de créer concrètement des espaces de référence pédagogiques quand on nous répète dans nos quotidiens les mêmes questions, les mêmes besoins d'explication. Et ça permet aussi, je crois, d'un point de vue moins clair, moins direct, moins concret, des espaces de partage émotionnel dans la communauté. Ça permet aussi de se sentir un peu en contrôle, ce qui nous est beaucoup retiré. C'est aussi un espace de prise de conscience qu'on a une voix qui fonctionne, qui est sujet dans la société. Et c'est très empouvoirant. Et je crois qu'on a besoin de créer ces espaces d'empouvoirment. Moi, je sais, quand j'ai vu XY Media, j'étais en larmes. C'est sublime, c'est merveilleux, quoi. Ça crée aussi vraiment concrètement Instagram, un vrai réseau entre nous. On apprend, on se voit pas forcément tout le temps dans la vraie vie, mais déjà, on apprend un peu à se connaître. Il y a des liens qui se créent. Et c'est vrai que quand... on n'a pas ce temps-là parce que le capitalisme régit nos vies. C'est des espaces de survie, je crois. Pardon, vas-y. Non, non, j'étais d'accord avec l'anticapitalisme. Super. Inversement, qu'est-ce que ça change d'être, tu l'as un petit peu abordé, toi, tu as beaucoup été sollicité par des journalistes, par divers médias. Qu'est-ce que ça change d'être interrogé par une personne trans? J'en profite pour dire qu'on l'a pas vraiment dit, mais ce soir, on est en non-mixité quand même, hein, donc la République tremble sur ses fonds baptismaux présentement. C'est incroyable à quel point c'est des choses qui parfois seraient difficiles à définir très concrètement, mais déjà le regard n'est pas le même. Moi, je sais que j'ai effectivement été pas mal appelée, souvent de façon avec beaucoup d'espoir au corps, et le résultat était très décevant. C'est que les sujets nous sont imposés, c'est que on a un regard à peine de sujets, de témoins, on nous voit pas d'expertise. J'ai souvenir pendant la promotion du livre d'une invitation pour Europe 1 où on m'appelle pour parler de transidentité, et on me rappelle
1 heure avant l'émission pour me dire que finalement, ils ont trouvé des vrais experts. Donc, Laisse-moi deviner, ils étaient 6. bien sûr, Ah, bien bah sûr. oui. Euh, Ils sont neutres. Les fameux experts. Les Le fameux fameux- C'était experts. quoi? C'était des psys? C'était des Il sociologues? y avait un psy, il y avait un sociologue et je crois qu'il y avait un historien. Je suis Les formé tous en histoire de réunis, l'art, hein, hein, Karine mais Espinera a dû aimer. bon. Donc, au-delà de ces données très concrètes où on ne nous analyse pas comme une donnée qui va servir un propos qui est déjà construit, il y a plus la volonté de construire quelque chose ensemble. Il y a aussi un regard qui est plein d'humanité et qui fait du bien. Je veux dire, moi, j'étais hyper contente de venir ce soir parce qu'on est entre nous et c'est chouette. Vraiment, il y a ce truc de la parole n'est pas la même. Déjà, quand on sait qu'on est invité par un média dit mainstream qui va être contrôlé par des personnes cisgenres, but Je peut-être. crois qu'il y a un deuxième but, mais on va me confirmer. Je pense ça que plus c'est tes tard. paroles qui sont vraiment bues. Ah, et, j'espère. Alors, Les voisins sont Vous l'entendez pas, mais en fait, la fenêtre est ouverte pour faire un petit peu d'air et on entend sans doute le bar en bas de chez Humanoid. je ne sais plus ce que je disais. Waouh. Il y a un projet commun. Il y a un projet commun et quand on est invité sur un gros média mainstream où on sait qu'on va avoir que des personnes cisgenres en face, déjà je sais pourquoi je suis invité moi. Et il y a plein de questions où il serait beaucoup plus pertinent de faire intervenir d'autres personnes trans. Sauf que je suis la meuf trans blanche qui a un diplôme de l'école du Louvre, qui vient toujours en ayant peur d'être jugée ou d'être mégenrée, qui du coup vient maquiller, qui vient avec ses petits talons, son petit sac à main. Et en fait, on sait qu'on est invité. Il y a du mouvement dans ce match. Hein. En fait, c'est qu'il y a de la VAR. Ça devait être la donc je validation de l'expliquerai la VAR, après, ouais, c'est ça. Continue. On sait qu'il y a, je sais très bien pourquoi c'est moi. Je sais très bien aussi qu'il y a cette idée de capitaliser sur le fait que le compte a bientôt 68 000 abonnés, que j'ai eu beaucoup de chance. Et c'est extrêmement frustrant. Et ça met très en colère parce qu'il y a plein de... on voit jamais les personnes, on n'invite jamais des personnes trans racisées, on n'invite jamais des personnes trans handi, on invite très peu de personnes trans musulmanes. Alors que la légitimité à en parler, on l'a en fait sur cette question qu'on vit. Donc, et quand on est entre personnes trans, déjà il y a cette volonté de comprendre les récits multiples parce qu'ils sont très riches. Et il n'y a pas, cette marchandisation de nos corps, de nos apparences, de nos paroles dans le cadre de l'émission à laquelle on participe. Je vais vous proposer des questions qu'on a beaucoup trop entendues de la part de journalistes, possiblement 6. En régie, c'est les diapos bleu ciel. La couleur du drapeau trans. Une Et couleur. comme la couleur du logo de Out l'émission, puisqu'on est corpo. Allez, on y va. Voilà, votre réaction, pourquoi on en a marre d'entendre vous êtes opéré? Ben, j'ai envie de dire que je l'ai entendu hier. Donc c'est dire à quel point c'est présent tout le temps dans nos vies. Alors c'était pas par rapport à moi, c'était dans le cadre de consulting et la personne cis en face de moi ne comprenait pas pourquoi c'était gênant. Donc Bien sûr. mais quand quelqu'un se fait opérer de l'appendicite, tu lui demandes vraiment les détails de l'opération? Tu lui demandes le compte rendu sur... Est-ce que vous êtes opéré de l'appendicite? Mais voilà, Ouais. moi à la fin je suis là, non, des dents de sagesse à la limite. Mais c'est mais, ça, c'est pour ça qu'il faut commencer à leur demander vous et vous. et Comme vous- ça, ouais. ils Oui, c'est ça, comprendront complètement. à quel point Mais, c'est gênant. mais il était là, mais oui, mais il y a un côté où on s'intéresse à la personne. Tu peux t'intéresser aussi à ses Non, mais- hobbies non, et mais à sa attends, vie Est-ce que t'as chié ce professionnelle. matin? Non, mais attends, on s'intéresse à la personne. L'un des premiers trucs qu'on nous apprend quand on a à peu près 4 ans, c'est que quand on s'intéresse à quelqu'un, on lui pose pas tout de suite des questions sur ses son zizi. perspectives. Hein. Exactement. Ou son absence de zizi. Ou son absence de zizi, oui, bien Oui. sûr. C'est vraiment la Il est question parti. qui Qui va encore faire- est intrinsèquement associée au mot trans. Mm. Et ça montre cette obsession qui fait souvent des personnes trans et des personnages trans dans les représentations, des sortes de corps vides, sans identité, sans contexte de vie autour d'eux. Rappelons que les chiffres de la sécurité sociale de 2018, c'est environ 350 personnes qui passent par une chirurgie génitale. Rappelons aussi que dans un parcours de transition médicale, il y a plein d'autres chirurgies que les personnes trans peuvent faire, que ces chirurgies génitales qui obsèdent les personnes cisgenres n'ont pas été développées pour nous, mais pour notamment les soldats mutilés au front, comme les traitements hormonaux finalement, c'était pour des personnes cis. Et que savoir quel est notre état génital n'informe de rien sur qui on est humainement.
Ah bah si, complètement. Enfin moi, je suis désolé, hein, je juge les gens à Les la gens sur leurs forme de organes leur... génitaux. Tu sais, c'est un peu comme l'astrologie, mais plus évolué. Hein. Ok, Mon- on est le- parti sur des bases très fortes. Je vous propose tout de suite la deuxième question. Alors ça, c'est Ouais. une Plus question précis. oui, mais c'est une question qu'on m'a proposée, Gabe. Oui, parce que c'est quelque chose qui revient un peu, qui inquiète, en fait, que la sécurité sociale, que l'État français, que les impôts payent ce genre de Le choses, mais ne trou de la remboursent sécu. pas bien les lunettes. Alors, j'ai eu des problèmes de lunettes. J'ai été mieux remboursé là-dessus que sur les opérations hein, que j'ai pu faire. Donc, Tenez-vous pour dit si vous êtes près de vos impôts voilà, et de vous vos inquiétez pas, cotisations vos sociales. impôts ont été quand même mieux reversés. D'ailleurs, précisément, je pense plus à l'achat des matchs de foot qu'à nos opérations trans, hein, parce que ça coûte très très cher à la télé française, les matchs de foot. Oui, mais a priori, TF1 n'est pas payé par nos impôts, donc tout va bien. Mais normalement, pour parler sport 2 secondes, les compétitions sportives finales et autres sont toujours retransmises sur les chaînes publiques. Et donc, du coup, les chaînes publiques doivent payer ces prix très chers. Donc, inquiétez-vous à ce moment-là des prix des compétitions sportives et pas des prix de nos opérations qui, d'un côté, déjà, on fait ce qu'on veut de nos corps. On ne fait pas forcément toutes les opérations qui sont possibles et disponibles. Et ensuite, c'est remboursé. Toi, je te pose des questions sur ta mutuelle. À la limite, peut-être quand j'ai besoin de savoir si c'est une bonne mutuelle et que je devrais la prendre pour être bien remboursé. Mais Ça, c'est une question qu'on devrait se poser entre gens. Est-ce que ouais, tu as une voilà. bonne mutuelle? Est-ce que tu as une bonne mutuelle, Harmonie Mutuelle, MGC? Qu'est-ce qu'il faut prendre? Qu'est-ce qui est le mieux pour rembourser les soins dentaires? Je sais pas. Pourquoi il y a besoin de s'inquiéter de ce qu'il y a dans nos slips quand on a un beau cerveau? Tout mets-le là-dedans. Question suivante. Alors La évidemment, confusion. vous êtes une femme trans, mais lesbienne. Alors évidemment, ça fonctionne très bien avec... mais vous êtes un homme trans, mais gay. Ouais. Lexi. Je suis fatiguée, pardon. Oui, il y a une énorme confusion culturelle entre, d'un côté, ce qu'est l'identité de genre, le fait d'avoir un genre ou de ne pas en avoir d'ailleurs, et le fait d'être attiré par certaines personnes. Les deux ne sont absolument pas corrélés et interdépendants. Et effectivement, oui, de fait, on est à la fois un homme, une femme, cis ou trans, ou une personne non binaire, et on est en même temps attiré par certaines personnes. Et de fait, il y a une donnée romantico-sexuelle. Oui, et oui. Question suivante. Un classique. Oh, mais Un si classique. c'est pas la première question, c'est la deuxième. Hein. Oui, voilà, c'est soit l'opération, soit Soit l'ancien prénom. des fois, vraiment, c'est le bingo. Hein. C'est le principe C'est de on cette lance les séquence. dés, allez. Qu'est-ce que tu vas me poser comme question aujourd'hui? Mais l'ancien prénom, alors pour répondre très classiquement, on ne pose pas généralement la question. Après, ça ne veut pas dire que toutes les personnes trans sont mal à l'aise avec leur prénom de naissance. Tout à fait. C'est un choix de le dire ou non. C'est la technique d'un pote que j'ai trouvé absolument géniale, c'est d'utiliser un prénom complètement... alors, je suis désolé pour les personnes qui vont s'appeler comme ça, mais désuet, pour parler de soi dans le passé, quand les parents appelaient l'enfant pour l'engueuler, par exemple. Et donc, mon pote disait, voilà, mes parents, quand ils disaient Micheline m'a fait ci ou Micheline fait ça, donc je suis désolé pour les Micheline. Donc, je suis là, oh là là, mais vraiment, enfin, le prénom de naissance. Et c'est 6 mois après, il m'a fait, mais c'est pas mon prénom de naissance, hein, je dis ça parce que comme ça, j'en donne un. Et je me suis dit, mais c'est génial d'en donner un autre parce qu'ils veulent savoir. Mais de un, ça leur. En donnant un, il n'y a rien à voir. Et le plus drôle, c'est quand on donne un, effectivement, qui est désuet, un peu vieux. Tu vas dire, je m'appelais Yvan ou je m'appelais Thérèse. Fulgence. L'autre personne, oui, voilà. Et la personne en face qui va se décomposer. Merde, c'était vraiment un prénom de merde. Choisissez T'as bien mon fait de ancien prénom dans le transitionner, chat. finalement. Choisissez mon ancien prénom que je vais donner aux gens. Donnez vos suggestions. Essayez de deviner nos Essayez- anciens prénoms dans le chat. Essayez de deviner mon ancien prénom, il a été cité. Non, je déconne. Moi, pour le coup, je peux rien dire. Je crois qu'il est connu. Question suivante. Ou pas? Ah, la question des parents et des proches. Ça, c'est un truc qui revient très souvent, quoi. C'est peut-être pas la première ou la deuxième question, mais quand on connaît un peu mieux la personne, ça revient quand même. Souvent. Ouais. Je crois que ça fait partie de ces questions qui illustrent bien
une dynamique de sécurité et de délicatesse à avoir quand on parle de transidentité et quand on parle avec les personnes trans. À savoir que pour beaucoup de ces questions, plein de personnes trans ne seront pas gênées et n'auront pas de scrupules à y répondre, mais le potentiel blessant, le potentiel dysphorique, le potentiel douleur psychologique associée à ces questions fait que le réflexe de sécurité à avoir, c'est de ne pas mettre potentiellement en difficulté la personne et donc de ne potentiellement pas aborder ces sujets de but en blanc quand on ne connaît pas la personne. La question des parents, je crois que c'est... je me demande moi souvent pourquoi elle interroge autant C'est pour de la pitié. pour la pitié, tu crois? Je pense qu'il y a un petit peu de curiosité et de pitié. Et puis il y a un peu j'ai envie de dire, c'est comme quand quelqu'un est handicapé, qu'on lui pose la question de mais comment ça t'est arrivé? Comment c'était? Ouais. Et j'ai un peu l'impression de voir ça. Comment ça se passe avec les parents? Il y a un peu un côté de raconte-moi ce qui va me fait mal. Comme j'ai l'impression qu'on me posait la question, moins maintenant peut-être, mais aux personnes homosexuelles, qui était mais comment tes parents ont réagi? Comment ça se passe avec ton Oui, compagnon c'est la quand même tu vas en question. réunion de famille? Et en fait, c'est des questions similaires de comment tu gères avec tes parents. Est-ce que c'est vraiment un sujet dont on a envie de parler là, quand il y a un match de foot, par exemple? Mais après, ça peut être une très belle question parce que pour certaines personnes, ça se passe très bien. Mais c'est une question que tu vas poser quand on connaît mieux la Oui, personne. Et quand puis, en fait, on c'est est un vraiment des sujet, proches, en fait. en général, j'ai envie de dire, si vous avez envie de savoir des choses sur la vie et la transition de la personne, avant de savoir qui elle est, c'est que vous voulez pas connaître la Ouais. personne. Donc, s'il y a des choses à savoir sur la transition d'une personne trans, ça vous les dira, en Mm, fait. mm. Par Et ailleurs, en tout cas, moi, de mon vécu, c'est ce que j'ai l'impression qu'on finit par dire que des choses. Hein. On n'est Oui, vraiment pas des huîtres fermées quelque qui chose qui fait partie de nos vies, qui est quand même Voilà, oui, assez oui, c'est ça, bien sûr, important. c'est bien sûr. exactement ça. C'est du quotidien. C'est sortir dans la rue, dire il faut que je passe à la pharmacie, j'ai mon traitement à prendre, ou je peux pas Ouais, ce bien jour-là, j'ai sûr, mon rendez-vous c'est le machin, quotidien. Ouais. ou ah bah non, je peux pas passer en vacances parce que j'ai mon opération tel jour. Enfin, voilà, il y a des trucs où en fait ça sort dans notre Sur quotidien. l'opération de l'appendicite. Exactement, mais complètement. Sauf que l'appendicite survenant brutalement, ça ne peut pas être planifié. Mais je suis désolé Ah, pour il les m'a eu. Waouh, connaissances. waouh, C'est que ma waouh. sœur est passée par là, big up à elle si elle regarde. Et je suis désolé pour ce que tu as dû à subir parce que c'est très dur. Mais donc, par exemple, une opération de l'ongle incarné, ça peut être Ok, planifié, d'accord. ou des dents de sagesse. Et dans ces cas-là, on en parle très bien, mais juste en fait, si la question est posée, elles sont tellement souvent posées qu'on a peur que c'est que ce que vous allez avoir envie de savoir sur nous, en fait, et que vous allez vous arrêter là et puis vous allez fermer la porte. Ok, c'est bon, je sais ce que c'est la transidentité. J'ai rencontré une personne trans, 2 ou 3, et puis je passe à autre chose. Et nous derrière, on est là, ah ok, et puis on n'a pas de connexion humaine, quoi. Je Par voudrais qu'on- ailleurs, pardon, Pardon. pour revenir sur la question en elle-même, les rapports familiaux sont une source de difficultés pour les personnes trans, parce que dépendance matérielle, parce que plein de choses, et ça peut être très difficile de le retourner. En 2013, un monsieur qui s'appelle Eric Schneider a été chargé de rédiger un rapport pour le Conseil de l'Europe sur les coming out. Et dans son étude, il rapportait qu'après un coming out trans, les ados étaient, j'ai plus les chiffres exacts, mais avaient un risque de subir des violences sexuelles de la part de leur entourage familial, des violences dites correctrices ou dites punitives, dont le taux explosait. Donc en fait, il est important de voir que l'entourage familial n'est pas un entourage neutre Hmm, dans bien sûr. le rapport à la transition, et que il n'est pas un entourage qui est forcément positif. Et que quand il ne l'est pas, les arguments de oui mais c'est difficile, oui mais il faut leur laisser le temps, ça n'est pas toujours une excuse valable. On va passer une dernière question, pas la suivante, celle d'après, je crois, parce qu'on est très en retard, évidemment. Voilà. Ça, c'est peut-être moins fréquent, mais c'est quand même aussi presque un passage obligé dans les médias mainstream, souvent. Oh bah dans toutes les séries et films qui abordent le sujet, hein, pour reprendre le mémoire de Charlie Fabre, il a conceptualisé le cis gaze ou le regard cis, et on a écrit 20 critères, et c'est littéralement le premier critère. Est-ce que le personnage se maquille ou s'habille? Mais ça fait partie de tous les documentaires, de tous les films, de toutes les séries. Alors que j'en discutais avec un réalisateur, effectivement, parfois c'est du quotidien.
Mais quand c'est 17 séquences en 30 minutes, big up à Lucas Dont. Le réalisateur du film Girl qu'on ne vous conseille absolument pas. Voilà. Quand c'est autant de scènes, il faut se poser des questions de pourquoi vous avez quelle est l'intention derrière cette scène? Est-ce que c'est effectivement du quotidien? Ou est-ce que c'est parce que c'est important à montrer Et la construction du genre derrière? ouais, il y a et puis Rapidement. aussi dans les médias, il y a Julia Serrano qui en a parlé de ce truc-là, du fait qu'à chaque fois que des journalistes, enfin à l'époque où elle avait écrit ça, faisaient des articles sur des personnes, sur des meufs trans notamment, il fallait toujours qu'on les voit se maquiller et cetera, Mmh. et que selon elle aussi, bah, forcément le but est de montrer, comment la féminité des meufs trans est factice, en fait, et le fait de les voir se maquiller comme ça, c'était, bah, c'est ça, c'est leur, ce qui les définit en tant que meufs trans, c'est simplement, leur apparat, les fausses choses Mmh. qu'elles font pour se mettre en scène, pour mettre en scène une certaine féminité, et du coup, bah, évidemment que c'est transphobe, quoi. Est-ce que quelqu'un peut me définir, mais alors vraiment très rapidement, alors qu'il y a 2-2 dans France-Portugal, ce que c'est que le cis-gaze? Vous avez utilisé tu as utilisé le terme tout à l'heure. Comment Oui. le définir très rapidement, très simplement? Le regard cis, c'est tous les stéréotypes à poser sur les personnes trans, toutes les normes cis sur les personnes trans. Et donc, du coup, ça passe par le maquillage, mais ça passe par toutes les questions qu'on a vues juste avant. Et c'est la normalisation, en fait, la cis-normativité du regard des personnes cis sur les personnes trans qui conditionne en fait nos existences et qui conditionne nos existences dans les médias. Rapidement. Pardon, je suis désolé, j'étais là. Je sais pas si c'est clair, donc je vais rajouter des mots. Si ce n'est pas clair, allez voir représentrance.fr. Très bien. Alors, monter son média, c'est une chose. Promouvoir la visibilité des fins politiques, c'est super, c'est pas la JL qui vous dira le contraire. Mais tout ça a un coût, même un double coût, peut-on dire. Alors, il y a un coût sonnant et trébuchant, on y viendra juste après. Mais il y a aussi le risque de cyberharcèlement qui vient avec la visibilité. Pour XY Media, il n'y a pas eu de round d'observation. Dès la première vidéo, ça a été très difficile. Vous avez été prise pour cible par tout un tas de gens, pas besoin de forcément le décrire. Comment est-ce que vous avez vécu ça et comment est-ce que vous l'avez géré, si tant est qu'il est possible de le gérer? Bah, la meilleure manière de le gérer, c'est de se rapprocher les unes des autres, en fait. C'est ça qui s'est passé, principalement. En fait, le premier truc à faire, c'était de, euh, c'est de d'aller voir les personnes concernées dans l'occurrence, qui apparaissent dans les vidéos, qui reçoivent les insultes, etc., et de vérifier que tout va bien. Après, bah, on se protège, on fait comme les commentaires du chat, ici, quoi. On supprime tout ce qui... tous les trolls, qui viennent, Oui, mais on qui sait viennent bien que c'est raconter ce qu'il y a. difficile, que Oui, tout c'est à fait. pas Et en anodin, plus, c'est pas, et en plus, pas il neutre. faut, on a il faut des à XY Media, il y a plusieurs personnes qui sont chargées, bénévolement, sur leur temps libre, d'aller lire les commentaires et de se taper tous les commentaires transphobes, toutes les menaces de mort, tous les trucs néo-nazis, et puis de supprimer ça. Donc, oui, c'est un coup émotionnel fort. Et bah, ouais, je pense la meilleure manière on n'a pas envie que notre visibilité soit conditionnée à ça, on n'a pas envie de se cacher à cause de ça. Donc, je pense que la meilleure manière de faire, bah, c'est de l'anticiper, de se préparer comme on peut, et puis surtout d'être solidaires les unes des autres. C'est la meilleure manière de se protéger de ce genre de trucs. Ouais, finalement, c'est pas une option face à ce cyberharcèlement de dire bah ok, bah je me recache, je m'en vais. Par contre, il y a l'option de dire je prends des moments où clairement je ne gère plus, je ne me montre plus. Parce que ce qui pour le coup n'est pas une option, c'est de subir. Ça arrive forcément. Et ça arrive forcément, et ça arrive de plusieurs directions. Vous citiez dans la première partie les TERF. Moi, je sais que c'est au quotidien. Je me prends. J'ai reçu des courriers dans mes boîtes aux lettres. Et quand c'est pas elle, c'est de l'extrême droite. Des fois, c'est aussi des personnes au sein de la communauté LGB qui n'aiment pas beaucoup le thé. Donc, C'est très bon. ouais. Donc oui, ça, Encore un jeu de mots. ouais, bah,
ça prend tellement de formes différentes que je trouve que parfois on n'arrive pas à l'anticiper dans le choix de mots, le choix d'idées. Moi, j'ai reçu, c'est assez violent, mais j'ai reçu des messages de personnes, de masculinistes de droite, qui décrivaient On dirait un monstre, un masculiniste de droite. c'est un peu un monstre, hein, Oui. qui décrivait vraiment avec un plaisir non fin la volonté de me décapiter et après d'utiliser ma tête comme une balle, un ballon de foot, Tout simplement. tout simplement. Et on sait très bien que, je me dis que ça n'arriverait jamais matériellement, mais le choix de mots est déjà révélateur de quelque chose, je crois. Le harcèlement, il existe. Il est clair qu'il faut continuer malgré tout, mais je crois que effectivement, c'est très dur de faire abstraction. Oui, des C'est bruits extrêmement pour les difficile. buts. Mais effectivement, c'est on n'a pas un devoir de continuer malgré tout, je crois, et il faut se le répéter même si on veut continuer. Est-ce que, petite parenthèse avec une question du chat, question extrêmement difficile à 1 million d'euros, est-ce qu'on peut donner une définition du mot queer? Alors, c'est un terme qui historiquement est utilisé qui en anglais veut dire strictement étrange, qui est utilisé dans des correspondances à la fin du 19e siècle très précisément à but de dégradation et d'humiliation de personnes qui étaient soit non cisgenres, soit non hétéros. Et le terme a été largement réapproprié par la communauté, par les mouvements militants dans les années 80-90. Et en fait, il désigne une personne qui est soit non cis, soit non hétéro, soit les deux en même temps. Très bien. Le deuxième coup très concret qui a à lancer son média, à être visible, c'est la question du financement de toutes ces initiatives. Alors l'actualité ces dernières semaines, c'est la campagne de financement participatif de XY Media. Elle est donnée. Vous êtes un peu les bourgeoises de la communauté désormais. Merci, ça m'invite. On vient de nous dire des trucs comme ça. Bah, merci. Non, alors vous demandiez 12 000 euros et vous avez littéralement explosé les objectifs. Hier soir, on était presque à 44 000 euros de dons. C'est fantastique. Il y a encore quelques jours pour participer, je le Oui, précise. tout à fait. Et vous avez rajouté des objectifs. Exactement. D'ailleurs, Exactement. On n'est pas loin de pouvoir. De pouvoir réaliser l'objectif qui nous permettra de faire des reportages dans toute la alors France. justement, qu'est-ce que vous allez Donc, faire de tout cet argent? Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire de toute cette oseille? C'est très bien depuis le début. Du coup, oui, en effet, comme tu dis, ça a un coût ça a un coût de faire ça. Il y a des gens qui donnent de leur temps, ça demande du matériel, ça demande des déplacements, ça demande tout un tas de choses. Et donc, oui, on savait depuis le début qu'il faudrait financer d'une manière ou d'une autre, qu'on allait faire cette campagne de financement. Ouais, à la base, on avait donné cet objectif de 12 000 euros, qui était de dire, du coup, si on l'a, le média continuera d'exister pendant au moins 6 mois, parce que, voilà, on a fait ses premières vidéos, ses premiers mois, on s'est bien rendu compte qu'on ne pourrait pas tenir à la longue comme ça, bénévolement, sans aucun moyen. On doit dépenser de l'argent, en fait, pour tout le matériel, les déplacements, tout ça, donc c'est carrément impossible. Et oui, donc ça a bien marché, heureusement. Ouais, on a une communauté qui nous a soutenus, ça fait très Ça plaisir. prouve qu'il y avait une vraie Et demande. oui, du quoi. coup, cet argent va servir à payer le travail des gens, tout simplement, qui bossent pour le média, à payer le travail des techniciennes, des caméras, des monteuses, des techniciennes de son, j'ai déjà dit, je crois. Mais Il y en a oui, beaucoup. de tout le monde qui bosse, même pour créer les vidéos. Il y a des militantes qui bossent, qui font des recherches, etc. Et donc, oui, ça servira notamment à ça, à payer le matériel, à payer ces choses-là. Et du coup, voilà, on aimerait bien avoir des projets plus ambitieux, faire des documentaires. On aimerait bien avoir un local, un studio pour pouvoir tourner nos trucs. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on aimerait faire. Et donc là, oui, en l'occurrence, donc on a cet objectif à 48 000 euros qu'on espère pouvoir atteindre dans les jours qui suivent, qui nous permettrait du coup de payer des déplacements et de payer des piges aussi,
à des personnes dans toute la France pour pouvoir un peu sortir de Paris et puis faire un peu un tour d'horizon des situations des personnes trans dans différents territoires et aussi des initiatives militantes qu'il y a un peu partout. Et voilà, donc en France et puis en Outre-mer aussi, c'est pour ça qu'on aimerait bien pouvoir payer des gens là-bas qui feraient du taf. Et puis voilà, on espère 60 000 euros et puis pouvoir faire ça international, XY Worldwide. Le grand remplacement. Alors, Voilà. avant de revenir aux questions d'argent, ce soir, la soirée, elle est traduite en langue des signes, mais il y a eu un petit souci technique pile au moment où on a donné la définition de queer, et il y a des gens qui nous réclament la définition de queer en LSF. Alors, est-ce que vous pouvez la redonner, s'il vous plaît? Je suis désolé. Oui. Alors, je vais essayer aussi de ne pas parler trop vite parce que je sais que des fois, ça peut être plus difficile. Donc, queer, à la base, en anglais, veut dire étrange. Il est associé aux personnes LGBTQIA+, à la fin du 19e siècle, à la base dans des lettres, et puis après, il se généralise à l'oral, vraiment avec une idée de dénigrer, d'humilier et de rendre ridicule. Ce sens est resté pendant très longtemps. Il existe encore parfois dans les pays anglo-saxons, mais les mouvements militants dans les années 80 et surtout 90 se le sont beaucoup réappropriés avec un sens de fierté dans la différence, et c'est surtout comme ça qu'il est utilisé aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, Alba l'a un petit peu abordé, je reviens à la question de l'argent. Tout ça donc pose la question de la rémunération du travail militant. Et on entend souvent, à juste titre, que sur les réseaux sociaux, il y a des tas de militants et de militantes qui travaillent, qui font un travail lourd, compliqué, mais qui est gratuit. L'exit est particulièrement visé par ça. Comment on deal avec cette question-là? Tu nous disais que tout à l'heure, c'était à temps plein. Ah oui, oui, c'est devenu à temps plein. Moi, j'ai la chance aujourd'hui d'être bookée pour pas mal de conférences, notamment en milieu universitaire. Alors clairement, ça ne me fait pas vivre, ça ne couvre pas ma nourriture, ça ne couvre pas, enfin, ça fait pas vivre. Mais c'est déjà une chance et il faut le reconnaître. On est beaucoup à avoir recours aux cagnottes, à des systèmes comme Patreon, comme Tipeee, qui permettent d'avoir un soutien direct de la communauté qui suit ce qu'on fournit. Mais effectivement, je te rejoins sur la question du matériel. Moi, j'ai perdu plus d'argent pendant un long moment à acheter des lumières, acheter des micros, parce que en plus de ça, il y a une exigence sur le travail militant dans la forme, où il est attendu que ce soit de qualité, que ce soit clair, que ce soit net. Globalement, c'est très compliqué à gérer, parce qu'en plus de ça, je crois qu'on est beaucoup à avoir une vraie froideur à demander à être rémunéré à la hauteur du travail qu'on fournit, parce qu'on nous répète que militer, c'est pas un travail. En général, si tu as l'impression que tu demandes trop, c'est que c'est le bon prix, comme avec les pâtes. Quand tu as l'impression qu'il y en a trop, c'est que il y en a assez. C'est un petit tips chez vous si vous vous mettez à dîner. Mais oui, je crois qu'il y a une vraie culpabilisation en fait on est là, on lance des initiatives et en plus on vient nous après demander de l'argent alors qu'à la base personne ne demandait rien. Il y a vraiment ce qui ramène aussi à cette dynamique sociale plus large de la culpabilisation de la prise de parole des minorités et de la prise d'espace des minorités. Ça interroge aussi sur comment on se revendique anticapitaliste et on sort de dynamique de capitalisation alors qu'on a besoin de manger et de payer un loyer. C'est Et si je peux dire rapidement aussi, cet enjeu de la rémunération, il est aussi important parce que tout le monde n'a pas la possibilité de fournir du travail bénévole en fait. Oui, Et bien c'est sûr. aussi pour ça qu'avec Y Media, c'était évident qu'il faudrait qu'on se rémunère si le truc peut durer longtemps. Parce que en fait, bah, si il n'y a que les personnes qui ont du temps, qui ont l'énergie, qui ont la santé mentale de faire du taf bénévole qui s'expriment, bah, en fait, tu vas avoir que une certaine partie de la société. Et donc, du coup, bah, c'est pour ça que bah, c'est plus facile c'est plus facile de gagner des galons un peu dans le militantisme quand tu es blanc, diplômé, que tu n'as pas besoin de taffer que tu pas besoin de taffer 35 heures juste pour payer ton loyer. Et du coup, bah, il y a un peu une, les personnes militantes bénévoles ne représentent pas en fait la société dans son ensemble et surtout ne représentent pas les personnes qui ont le plus besoin qu'on les écoute en fait. Gabe, dans le milieu du cinéma, la question du financement, elle se pose différemment. Est-ce qu'en 2021, c'est toujours plus difficile de monter un film autour d'acteurs et d'actrices trans que de personnalités cis connues?
Alors, c'est une question très vaste. Mais à laquelle je vais te demander de répondre rapidement. Oui, non, parce que moi je m'attendais à parler de représentation si comment on se finançait, donc j'allais dire que c'est par l'argent que je gagne en tant que consultant. C'est vos C'est impôts. ton side project, quoi. Oui, en fait, toute l'équipe de Représentrance a un 35 heures à côté, parce qu'on ne peut pas travailler sinon. Donc c'est du temps à côté. Et donc du coup, il est financé par notre argent personnel et il est financé par l'argent que je réussis à obtenir des CIS quand ils comprennent que c'est du travail. Et j'ai heureusement été entouré de personnes qui ont compris que c'était du travail jusqu'à présent, sauf sur certains projets. Mais dans le monde du cinéma, non, c'est encore très compliqué. Je veux dire, je pense à la série Drama Queer qui a été portée par Tadeo Escalante, qui est réalisateur et auteur et acteur, et qui a dû avoir recours à une cagnotte pour justement supporter les coûts de production de sa série, qui est en fait un 10 fois 2-3 minutes d'épisode. Donc ça veut juste dire que c'est à peu près ce qu'on peut faire avec nos moyens communautaires, sauf qu'on a déjà recours aux cagnottes, pardon, c'est très long, recours aux cagnottes pour tout le reste de nos, pas le reste de nos vies, mais pour nos opérations, parce qu'elles ne sont pas toutes remboursées. Et donc dans le monde du cinéma, là, aujourd'hui, faire un film avec une tête d'affiche trans, ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas de tête d'affiche trans. Mais c'est le paradoxe de nous demander d'avoir de l'expérience et à la fois de nous dire qu'on en a trop. Le paradoxe de dire on a besoin de tête d'affiche, mais du coup de ne pas laisser la place aux personnes trans pour devenir des têtes d'affiche. Donc aujourd'hui, il y a des choses qui se font, mais c'est aussi toujours à la marge. C'est des personnages secondaires, c'est des personnages qu'on aperçoit dans un épisode, c'est des personnages qui sont le copain, le pote, mais qui n'a pas d'importance scénaristiquement vraiment. Donc oui, ça précarise forcément les actrices en fait. Oui, on est loin d'avoir encore, même s'il y a eu une, comment dire, une émergence d'acteurs et d'actrices trans francophones. Je pense à Swan Prague, t'en as parlé, Jonas Benabed dans Plus belle la vie, mais aussi Mia Bollars dans Lola vers la mer. On ne peut pas dire aujourd'hui que les acteurs et actrices trans aient les mêmes opportunités encore, évidemment. Complètement pas du tout, même en connaissant un peu j'allais dire leur parcours où ils vont parfois pour des rôles cis et il y a le côté mais tu es trans. Oui, mais on peut le faire aussi. Alors qu'à l'inverse, il n'y a jamais de scrupule à prendre des personnes cis pour rejouer des Non, personnes trans. clairement. J'ai une question du chat de Piste 219 qui demande, je présume que ça se dessine plutôt à Alexis et Alba, est-ce que s'associer à un grand média est quelque chose d'envisageable pour vous? Bof, j'ai l'impression. Bah, je sais pas, ça dépend ce qu'on nous demande. C'est vrai que l'indépendance, c'est quelque chose dont on tient, la liberté de contenu, de dire ce qu'on veut, c'est quelque chose qui est important pour nous. Après, ça dépend combien il y a de zéros sur le chèque, quoi. Juste ça, hein. Et surtout le contrôle, parce qu'on en parle, c'était exactement la toute première question. Oui. On y revient, le contrôle. Ouais. Oui, la question du contrôle. Moi, j'ai beaucoup hésité avant de dire oui pour écrire le livre parce que je veux bien collaborer, mais j'ai beaucoup de mal à me projeter dans vraiment le fait d'appartenir à une structure et de ne pas pouvoir avoir la main pleine et entière sur ce que je vais dire et sur comment on va me le faire dire. Pardon, excusez-moi, je lis, on m'indique les questions du chat et les coordinatrices de l'émission me font quelques commentaires. Je reviens à la question de l'interprétation de personnages trans. On l'a évidemment un peu abordé dans la première partie et ici. C'est encore difficile à faire comprendre que c'est mieux de faire jouer les personnages trans par les personnages cis. C'est-à-dire qu'il y avait un dialogue qui pouvait se mettre en place finalement avec... j'ai oublié le nom de la réalisatrice de Goldman. Avec Simon Char. Voilà. Il y a un dialogue qui a pu se mettre en place après le film. Après, il aurait pu se faire avant, mais en fait... J'essaie de voir le positif, excusez-moi. Non, mais non, c'est très intéressant qu'il soit fait à ce moment-là, parce qu'il aurait pu être plus tôt, mais ça s'est pas fait, parce que les personnes cis qui étaient intermédiaires n'ont pas fait le lien. Parce qu'il y a certaines personnes cis qui se disent alliées, mais alliées, c'est bien de le dire, c'est mieux de la pratiquer, en fait, comme avec
l'amour des gens en général. C'est mieux de le pratiquer, pardon, je ne sais pas ce que je dis. Je pense, et non, j'avais des références bibliques qui me venaient, on ne va pas s'engager sur des religions, des discussions de religion, pardon. Donc le dialogue a pu se faire et il y a des directrices de casting qui viennent sur le site de Représente Trans chercher des talents. Dans cette idée-là de caster un rôle trans ou une personne trans dans un rôle trans. Et jusqu'à là, on a aussi eu une information hier où, voilà, même sur 2 projets où des personnes trans vont être castées dans des rôles cis, ou en tout cas où le genre ne sera pas le centre dramatique du personnage. Donc ça, c'est aussi une initiative, en tout cas que moi, à chaque fois que je suis en contact avec des directeurs de casting, tu vois, quand vous baladez sur le site, pensez aux autres personnages qui n'ont pas d'identité de genre spécifique, enfin, en tout Oui. cas spécifique, pas cis ou trans, parce que ça marche aussi pour ce type de rôle-là. Mais Rappelons que les acteurs et actrices trans peuvent jouer des personnages cis. Voilà. exactement, mais l'inverse, en fait, est compliqué parce que quand une personne cis joue un rôle trans, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place dans la tête de la personne qui va regarder, en fait. Déjà, quand on va sortir du cinéma, en général, quand on va parler du rôle, on va parler du rôle à travers l'acteur ou l'actrice, et puis on va parler avec le nom du personnage. Mais quand on se retrouve avec Romain Duris qui joue une femme, on va dire « Ah oui, et puis Romain Duris, quand il fait ça ». Sauf que non, c'était une femme dans le film. Et puis quand Romain Duris va aller récupérer un prix, c'est avec une grosse barbe. Et quand Romain Duris va être interviewé, c'était une grosse barbe aussi. Et donc du coup, là, il y a une confusion dans la tête des personnes cis, lambda, qui n'y connaissent pas plus de choses que ça, et qui du coup, c'était une performance, ce n'était pas réel. Et on revient en fait au maquillage et donc au fait que les personnes trans ne seraient pas des vraies personnes ou ne seraient pas vraiment le genre qu'elles disent être, alors que bah si, c'est tout simplement basiquement oui. Alors, pour bien comprendre les enjeux de représentation des personnes trans et de leur récit à l'écran, je crois qu'on n'a pas fait mieux que le documentaire Disclosure. On le trouve sur Netflix. C'est à mon sens un documentaire exceptionnel. On est en plein dans le thème, c'est-à-dire des personnes trans, un peu powerful, il faut quand même bien le dire, qui prennent en charge le récit, en l'occurrence même un méta-récit. Moi, ça me fait vraiment penser au documentaire de France Culture, Les Transidentités racontés par les trans. Il n'y a que des personnes trans qui parlent pendant 4 heures et des personnes trans spécialistes de leur sujet. Il y a une vraie production et transmission de savoir qu'on ne pourrait pas avoir autrement. Je me permets de préciser que ce documentaire a été récompensé par un Outdoor en 2019. La cérémonie est toujours visible sur la page Facebook de la JL. Pour en revenir à Disclosure, est-ce que vous l'avez vu? Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est une déformation professionnelle, mais j'ai été très touchée par l'intégration d'un discours historique. Je crois que c'est un outil qui est nécessaire parce qu'il déconstruit déjà en plein ce stéréotype avec lequel on vit au quotidien, que c'est une nouveauté et c'est le signe de la déliquescence et c'est contre nature, hein. Donc voilà, cet éclairage historique, je crois que c'est un outil qui est très important, qui est très bien amené. Et le fait en plus d'y faire intervenir les questions d'empouvoirment, les questions d'impact émotionnel de la représentation, ça superpose des discours qui ont un impact, je crois, direct et très important et qui touchent à différents endroits les alliés, les personnes cisgenres. Je trouve que c'est un vrai modèle de transmission efficace. Mais il y a un autre niveau de transmission qui est hyper important dans ce documentaire, c'est qu'ils ont fait un choix conscient et là militant d'aller chercher des personnes trans en fait dans tous les rôles derrière la caméra, parce que devant la caméra déjà il faut savoir c'est aussi que des personnes trans qui parlent de leur perception, de leur expérience, mais derrière la caméra ils sont allés chercher en fait des personnes, et quand ce n'était pas possible de trouver une personne trans qui avait l'expérience nécessaire pour être monteuse ou être ingé son ou être, je ne connais très mal les métiers du cinéma, ou être producteur ou productrice, ils ont mis en place un système de stage, pardon, pour qu'une personne trans puisse apprendre le métier. Et c'était pas la seule fois où ça s'est fait sur un film néo-zélandais qui sortira sur les écrans en France peut-être un jour, j'espère, je croise les doigts, mais qui s'appelle Rurangi, si ça vous intéresse d'aller le voir, le trouver sur internet. Mais c'est très intéressant cette idée de ok, on fait un documentaire, mais on va aller plus loin et on va rendre les personnes trans autonomes pour pouvoir continuer à raconter leur récit par la suite. Alba, sur Disclosure? Bah, ouais, je l'ai vu, j'ai beaucoup apprécié. Je sais pas si j'ai des trucs à dire Non, mais t'es pas qui n'ont obligé, pas été hein. dit. Je te Mais prends en là tout où cas, tu oui, je veux, vous le mais- recommande aussi si vous pouvez le voir.
Alors, je préviens la régie, on va revenir en arrière dans le diapo. On va vous repartir sur les photos qu'on a vues tout à l'heure. Voilà. Alors, je dirais pas qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'à se baisser pour trouver des personnages trans dans des séries ou des films. Tu fais une moue, tu te dis presque oui. Non, non. Mais en tout cas, on en trouve beaucoup et parfois dans des très bonnes séries et des personnages très bien écrits. Et je voudrais vous soumettre, pour terminer un peu en pente douce cette émission, des photos de personnages trans dans des séries ou des films. Vous allez me dire si vous les connaissez, ce que ça vous évoque positivement ou négativement. Vous pouvez vous lâcher. Est-ce qu'on a la première photo? Voilà, c'est même un gif, si c'est pas beau. Alors, vous savez qui c'est? Laverne Cox, évidemment. Dans le personnage de... Sophia Bursett dans Dans la Orange is série. the New Black, diffusé sur Netflix Eh bien, à partir de 2013. à partir de 2013. Bon, qu'est-ce que ça a été un tournant quand même, Sophia Bursett, un personnage trans joué par une femme trans dans une grande série sur une plateforme. Il y a eu un shift à ce moment-là, peut-être, non? En tout cas, aux États-Unis. Oui, voilà, oui, Voilà, sûr. parce que ça aurait été mon autre conclusion sur Disclosure, c'est que c'est un très bon documentaire, mais très américano-centré, qui se centre extrêmement sur Hollywood et les productions américaines. Et en France, on a une histoire des transidentités et des représentations un peu différentes, Clairement. qui aujourd'hui, on rattrape un petit peu un certain retard, mais ils sont pas mieux. Je veux dire, je suis en contact avec l'organisme un peu similaire de la JL qui est GLAAD aux États-Unis et C'est ils tout à fait nos collègues. On n'a pas du tout le même budget, mais c'est tout à fait nos collègues. C'est exactement ça, c'est un autre budget, complètement, mais même par rapport à Représentrance. Hein. Oui, ça, je veux bien le croire. Je veux dire, la personne avec qui je suis en contact est salariée. Je n'ai pas cette Pour faire ce opportunité. travail-là. Hein, voilà. Exactement. Euh, Mais il est super et super gentil. Et il me disait qu'il reçoit encore des projets de plein de personnes cis qui sont voilà, je porte un film, ce serait une femme trans jouée par nom d'un acteur très connu. Et donc, à chaque fois, il est obligé d'expliquer que c'est plus possible là en 2021 en fait. Puis en 2024 ou 25 quand ça sortira, on va te tuer. Enfin, te tuer, non pas. Ton film sera détruit par la communauté, mais pas que en fait. Ça sortira pas. Pardon, c'était pas la question. Non, c'est ce que j'allais dire. Ça a été un Je vais me tournant. Ouais. permettre, ça a été un tournant, mais je crois que ça a été un tournant parce que, au-delà du personnage, Laverne Cox s'est approprié des espaces de parole pour Ouais. parler de transidentité au-delà de son personnage et même au-delà d'elle. Comme Disclosure. Oui, alors que des actrices trans qui jouaient des personnages trans dans des séries qui avaient une grosse diffusion, je pense à Nip Tuck, il y en avait. C'est vrai, il y en a eu quelques. Il y en a eu, mais les actrices n'ont pas saisi Hmm. la possibilité comme Laverne Cox l'a fait. Donc je pense que c'est plus que le rôle qui a D'accord. permis. Photo suivante. Oh, Naomi Clayton, Sense8. Naomi Marx. Oh, pardon, parce que c'est Jamie Jamie Clayton. Clayton. Oh, wow. Sense8. Mais Oh, wow. Tu fais très quelle américain comme Non, mais c'était quelle erreur j'ai fait. Sense8, c'est aussi très marquant. J'ai envie de dire presque encore plus que. En tout cas, j'avais regardé dès sa sortie sur Netflix parce que je l'attendais, pas pour le personnage de Nomi, mais C'est aussi des réalisatrices trans. c'est des réalisatrices trans et c'est ça qui a été très intéressant, c'était que enfin des réalisatrices trans ont de l'argent et on leur donne un budget et elles font des séries, des épisodes. Son personnage est encore plus intéressant, j'ai envie de dire, parce que on va au-delà de elle est trans, Oui, elle a elle une est autre chose relation que ça, en fait. Elle est très, même si Sophia Bursett l'est également, Oui, tout à fait. complètement, mais il y a vraiment cette profondeur et dans un récit aussi. Je connais très mal les genres science-fiction, fantastique entre les deux. Oui, Voilà, un petit peu n'importe quoi parfois. Oui, même si c'est ancré dans notre réalité, c'est super de voir les personnes trans aussi dans d'autres genres, parce que sinon on est toujours dans les drames. Et dans les drames très réels, très maintenant, ou alors sur les personnages historiques. C'est tout ce qu'on sait raconter, j'ai l'impression. Et alors qu'on peut raconter plein d'histoires, même fantastiques, puis- même science-fiction, même horreur. Et puis c'est une Je magnifique vais histoire préciser. d'amour lesbienne aussi. Non, je veux dire, il y a des choses fantastiques à écrire sur les sites du côté horrifique, mais à nous. Mais sinon, effectivement, ça a été mal fait. Sinon, D'autres choses à dire sur... T'as pas vu Sense8, j'ai l'impression. Non, Non, je suis désolée. pas de souci. On passe à la photo suivante.
Pour le coup, s'il y a un tournant, je crois que Pose. Ah, Oui. voilà. Alors, c'est qui? C'est Blanca Evangelista, jouée par MJ Rodriguez, Electra, jouée par Dominic Jackson, et Angel Evangelista India Moore. par India Moore. Parle-nous-en. Je crois que s'il y C'est a la série Pose, donc. un tournant, ça certainement Pose, dans la mesure où on a des histoires qui sont à tellement d'étages et tellement d'épaisseur Juste pause. On est à la fin des années 80 à New dans la York. culture ballroom, au moment où l'épidémie du sida, du VIH-sida commence à toucher particulièrement les communautés trans et transracisées en particulier. Et justement, en fait, je crois que le choix de ce contexte est tellement nécessaire et a tellement une importance et a permis de revenir sur tellement de choses historiques très importantes dans les questions de transmission, les questions de représentation. Pour les personnes transracisées, de ce que j'en ai lu, c'est très important d'avoir ces référents-là. Et même pour nous, en tant que personnes trans blanches, on doit tellement souvent se rappeler qu'on n'est pas les seuls et qu'il faut faire de la place, que avoir un succès comme ça pour cette série, ça nous rappelle aussi que nos droits, ils viennent de ces personnes-là, ils viennent de personnes transracisées. Très vite. Très vite, c'est l'autre tournant, c'est qu'il y avait enfin des personnes trans dans la writing room, Oui, dans parmi les les auteurs scénaristes. et autrices, et il y a des épisodes qui ont été réalisés et écrits par des personnes trans, en fait. Cette série est peut-être un petit peu moins connue en France parce qu'elle est pas sur Netflix, par exemple, mais vraiment, allez la voir, c'est vraiment une série formidable. Photo suivante, Une femme fantastique. Exactement. Marina Vidal. Quel film fantastique, j'allais dire. Enfin, moi, j'ai été vraiment soufflé par ce film qui, pour le coup, là, on peut le dire, est pourtant réalisé par un homme cis hétéro, je crois, mais je suis même pas Mais sûr. très accompagné en fait par Ouais. l'actrice. Et ça, c'est un souci des représentations, c'est que très souvent les actrices font un travail énorme de réécriture, de dialogue avec les personnes à la production, à l'écriture, et ne sont jamais créditées pour ça. Donc c'est pour ça que c'est aussi important de travailler vraiment pour que les personnes trans soient derrière les caméras et dans l'écriture des scénarios, parce que c'est pas que aux actrices de changer. De corriger les erreurs à la fin. Mais voilà, elle a aussi beaucoup apporté, l'actrice principale, au récit. C'est vraiment un film magnifique, très, très loin des clichés, très, très, très différent de ce qu'on avait pu voir, jusque-là. Je vous le conseille vivement. Alors là, on a vu des personnages vraiment super. Il y en a aussi des moins super. Photo suivante. Alors là, on est sur, Maura dans Transparente. Le personnage n'est pas forcément en soi problématique, même si c'est un personnage joué par une personne cis. Mais tout a été un peu troublé par les affaires autour de l'acteur Jeffrey Tambor, accusé au moment de MeToo. Et puis il y a eu photo suivante, cette fois dans un film. Oh, bah, je vous sens réagir, réagissez. Qui est-ce? Eddie Redmayne qui joue Lily Elbe Dans The Danish Girl. dans The Danish Girl, qui est un personnage historique. C'était une peintresse danoise qui a transitionné à ce tournant historique qu'est les années 20, la fin des années 20, milieu des années 20. C'est l'un des films qui a le plus de succès quand on parle de transidentité. C'est vrai. Très apprécié, beaucoup de gens aiment le jeu sensible d'Eddie Redmayne. Oui. Il est pathétique. Ouais, ouais. Pour le coup, on a beaucoup de carnets de notes de Lily Elbe, que ce soit autour de son travail de peinture ou autour de ses voyages autour de la peinture. On sait que Lily Elbe n'était pas du tout comme l'écriture de personnages a été faite, et qu'en fait, le seul truc qui intéressait, c'était vraiment d'avoir l'image d'une femme trans hyper féminisée, mais où on voit quand même qu'elle a des épaules hyper carrées et une grosse mâchoire, et qui est dans des attitudes sucrées à en être récurrente. Très précieuse. Et ça ne respecte pas le Lily Elbe. Et c'est, je crois, au service d'une perception sensible pour les personnes cis. Ma meuf de l'époque avait adoré, on a rompu pas longtemps après. Il y a Très bonne raison de rupture. un autre personnage après, un homme trans cette fois-ci. Est-ce que ça vous dit Word. quelque chose? The L Word, Max. Max. Pour passer rapidement dessus, je pense que
toutes les personnes trans et peut-être même au-delà qui ont vu cette fameuse baby shower organisée par la fameuse Jenny en ont encore des frissons à cette idée. Parce qu'il se trouve que ce personnage tombe enceinte et son ami ne trouve que comme une bonne idée de faire une baby shower assez horrible. Mais passons à nos personnages problématiques en France aussi, parce qu'on en a. C'est la photo suivante. Qu'on aime. Louise, Louise, jouée TF1. par Claire Nebou sur TF1 en prime time quand même. En prime time, ça faisait partie en fait de 3 séries que TF1 lançait menées par des femmes. Et les 3 séries étaient dans la première partie, il y avait Emmanuel parlait de parfois avoir une attitude dite féministe pour l'argent. Et on s'est retrouvé là-dedans avec ces 3 séries. Et quelle série n'a pas été renouvelée pour une saison 2 alors qu'elle Non, avait fait il y a eu autant que 4 d'audience? épisodes, je crois. Donc Il y en a eu que 2. que deux. Les autres avaient eu autant et ont été renouvelés pour des saisons suivantes. Je crois qu'il y avait une série avec Isabelle Nanty et une série avec Sam, je crois, qui ont été renouvelées après. Bref, Rapidement, c'est la seule à pas l'être. rapidement la page d'après, c'est l'une de ses déclarations dans une interview de promo autour de la série qui est vraiment horrible. Quel regard portez-vous sur les transsexuels? Ce sont des gens que je connais qui me fascinent et que je trouve charismatiques. Je vais souvent chez Madame Arthur. J'adore l'univers de ce cabaret parisien composé essentiellement de travestis. Ils mènent souvent une double vie. La journée au bureau et le soir, ils se métamorphosent en enfilant leur apparat féminin, tous au rosé mais de bon goût. Parfois, on croise des transsexuels dont on ne soupçonne pas qu'ils aient pu être des hommes. Je ne parle pas des prostituées transsexuelles du Bois de Boulogne, qui sont souvent fauchés, malheureux et drogués. Voilà, je crois qu'on a bien compris la manière dont Claire Nebou voit les personnes Rien trans. ne va. Il est 23h, mais je veux absolument arriver à la dernière photo, qui est pour moi une madeleine. Est-ce qu'on l'a? La suivante, malheureusement, on ne parlera pas de Sohan Prak, dont on a déjà un peu parlé, et de Jonas Benhamed. Est-ce que ce personnage-là vous dit quelque chose? Non. Non. Et c'est une honte pour moi. Il s'agit d'Isabelle Auvignon, jouée par Nathalie Richard. C'est un souvenir, c'est un personnage dans une saga de l'été de France 2 en 2005, donc vraiment une autre époque. Vous imaginez bien que mon moi de 16 ans qui voit ça en 2005, ça a beaucoup travaillé. Surtout que c'est une série qui se passe dans le sud-ouest, dans le milieu du rugby, donc il y avait vraiment tout pour me plaire. Quel est le titre? Les 3 femmes un soir d'été. Alors bon, je vous dirai pas que c'est bien comme série, hein, ne serait-ce que parce que déjà c'est vraiment pas un grand moment de comédie et comment dire, parce que l'un des ressorts de la série, c'est d'apprendre que ce personnage-là est une personne trans. Donc si vous êtes scénariste, ne refaites pas ça chez vous. Néanmoins, je l'ai revu il y a pas longtemps, c'était disponible sur YouTube. C'est pas si pire, le truc est pas si mal traité que ça, mais bon, on est loin quand même de tout ça. Avant de conclure, je voudrais vous dire que la France est qualifiée pour les 8e de finale. Ça, on le savait, mais elle jouera contre la Suisse lundi soir. Elle a fait 2-2 contre le Portugal et a terminé première de son groupe. Je voudrais vous remercier toutes les 3 d'être venues ce soir. Remercier aussi nos 3 précédents invités. Je voudrais dire merci à Mademoiselle pour ce partenariat avec la JL que je crois fécond. Merci à Marine Normand, Mélanie Wanga, Maëlle Lecor, Marie Turcan. Merci pour votre aide, votre écoute et votre bienveillance. Merci bien sûr à tous les bénévoles de la JL qui ont travaillé d'arrache-pied pour la production de cette émission, aux réseaux sociaux, à la modération. Je peux évidemment pas citer tout le monde, j'en suis désolé, mais je voudrais quand même citer et remercier très chaleureusement les 2 co-coordinatrices de cette émission, Camille Regache et Mathilde Loire, sans qui cette émission n'aurait pas du tout ressemblé à ça, croyez-moi. Merci encore à elles. Merci à Bao pour la production de l'émission. Merci à nos traductrices en direct pour la langue des signes. Et désolé pour le petit problème technique qu'on a eu pendant quelques minutes. Il me reste à vous remercier, vous, de nous avoir suivis pendant 3 heures. Si vous êtes arrivé en route, pas de problème. Le replay sera disponible tout de suite après, à la fin de ce live, et d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube de la JL. Il me reste à vous dire que le prochain live de la chaîne Twitch de Mademoiselle, c'est vendredi. Quant à la JL, on se retrouve vite pour de prochaines aventures, peut-être même pour une prochaine cérémonie des Outdoors. Impossible de vous en dire plus, vous imaginez bien que la situation est un petit peu compliquée, mais promis, on vous tient au jus. D'ici là, très bonne fin de soirée à toutes et à tous, et à bientôt. Et donnez à XY Media. De l'argent.